Bonjour. D'abord, je tiens à remercier Evelyne Lévesque, que j'ai sollicité. C'est habituellement, on me sollicite, mais là, il me semblait que travaillant sur, défendant plutôt un livre sur le Grand Paris du séparatisme social, il me semblait important de le mettre en débat en Île-de-France. Et si je démarre comme ça, c'est parce que j'ai été sollicité par d'autres associations, structures dans lesquelles on retrouvait des élus. Et beaucoup d'élus sont très très embêtés, non pas par le propos que je tiens, mais par le fait que le Grand Paris, finalement, soit mis en débat. Parce que certains me disent, je pense dans l'Essonne, on a des gens qui sont candidats au régional ou d'autres qui étaient candidats au départemental. Et comme on sait que le Grand Paris, qui est quand même un projet, le plus grand projet d'aménagement urbain de ces 40, 50 dernières années, au moins. Et que ce projet-là n'a jamais été débattu dans l'espace démocratique, c'est-à-dire que c'est une décision arbitraire de l'État, une décision qui répond à une volonté de ce que moi j'appelle le lobby spéculo-marchand, et j'en parlerai plus tard. Toujours est-il que c'est un objet finalement qui est affiché, qui est annoncé à travers les stations de tramway, de métro plutôt, à travers un certain nombre de programmes immobiliers, mais en aucun cas un peu débattu, discuté à travers la création de la Société du Grand Paris. Par exemple, il y a eu la consultation de Nicolas Sarkozy lorsqu'il avait convoqué une dizaine d'équipes d'architectes. Mais toujours est-il qu'on est dans quelque chose finalement qui diffuse du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'on est dans une... c'est pour ça que je parle d'arbitraire et non pas d'un objet finalement qui va aménager et qui va projeter le territoire à échelle de 20, 30, 40, 50 ans et surtout qui neutralise tout débat démocratique. La contestation, elle n'existe même pas. Et donc, il me semblait moins important, et il me semble toujours important, et avec l'éditeur, on est convaincu par ça, de le mettre en débat. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les gens des collectifs du Triangle à Gonesse qui manifestent contre Europa City m'ont invité, je trouve qu'il faut y aller. Voilà. Et plus on fait du débat, et mieux c'est. Alors, d'abord, peut-être que je vais me présenter de façon à ce que vous fassiez le lien. Bon, qu'est-ce qui fait que moi je travaille là-dessus? Moi, je suis chercheur indépendant. Je suis essayiste. C'est mon 10e, 11e livre. Je travaille sur les questions urbaines. Je suis également producteur à France Culture, à l'émission Sur les Docs. Je trouve que, et ça c'était une volonté d'une ancienne équipe, de créer des passerelles entre finalement le milieu intellectuel entre guillemets de la recherche et la radio, une radio finalement qui initie le débat. Je suis également j'ai été éditeur entre 2006 et 2011 en sciences sociales. Je dirigeais une collection. Je l'ai publié Anne-Cécile Robert et Jean-Christophe Servant, ils avaient fait un très bon livre sur l'Afrique. Et je participe avec un jeune architecte qui s'appelle Alexandre Bouton, au concours Réinventer Paris. C'est très intéressant. Vous savez, c'est le concours instauré par Anne Hidalgo. Ils ont choisi 23 sites dans Paris, ce qu'on appelle plutôt des délaissés urbains, c'est-à-dire que ce n'est pas les sites les plus valorisés, dans un certain nombre d'arrondissements, à charge pour les équipes de proposer un projet urbain. Et ce qui m'intéresse, moi, en tant que individu qui travaille sur les idées, qui fait beaucoup d'enquêtes de terrain, c'est de voir finalement dans la confrontation, quand on est du côté des gens qui ont affaire aux institutions, les gens qui sont dans le faire,
quelle marge de manœuvre finalement, de quelle marge de manœuvre on dispose. On m'a souvent opposé, comme on oppose à d'autres intellectuels, le fait que c'est très bien d'examiner, d'observer, de critiquer, mais qu'est-ce que vous proposez? Ça, on me l'a dit lorsque j'avais fait mon étude précédente sur les révoltes sociales en 2005 dans les quartiers populaires, qui était une critique, voilà, visant quelques années après, si on examine toutes les politiques publiques qui ont été menées, après les plus grandes révoltes en France, elles étaient même bien plus importantes que mai 68 quand on les observe de manière très très précise et fine. Comment est-ce que les choses avaient évolué? Lorsque je me retrouvais à présenter l'étude et le livre qui a suivi, ça s'appelait Sur la corde raide, on m'opposait, à raison peut-être, le fait que c'est très bien de disposer de la parole, de disposer finalement de ce temps de critique, mais qu'est-ce que vous faites? Et donc voilà, travailler avec un architecte, c'est pour moi être de l'autre côté, être du côté des praticiens, et je peux vous assurer que ce que j'observe, c'est encore plus, comment dire, on est encore plus pessimiste devant l'évolution urbaine de nos villes que ce qu'on observe quand on est uniquement chercheur ou enquêteur. C'est assez... finalement, quand on parle de réinventer Paris, Paris aujourd'hui ne veut rien dire si on exclut cette ville dans l'ère francilienne. Et ce qui se développe à Paris, ça n'est plus une ville publique, c'est une ville finalement qui est l'affaire de quelques-uns, des investisseurs, des marchands. Et je vous invite vraiment à regarder ce qui se développe. Je ne veux pas parler de la proposition qu'avec Alexandre Bouton, donc de l'argent sur Banact, on est en train de faire, mais je peux vous assurer que ce qui est proposé, c'est assez inquiétant et très grave en matière de projection du vivre ensemble. Et c'est très étonnant parce que on a beaucoup discouru sur l'après 7 janvier, après les attentats, et notre société fracturée, nos sociétés hyper communautarisées, notre société finalement très méfiante vis-à-vis de l'autre, très défiante aussi vis-à-vis de l'autre. Et quand on voit comment finalement, à l'écart de tout ça, sorte de coterie comme ça, où vous avez des promoteurs immobiliers, vous avez des acteurs des multinationales du BTP, vous avez quelques acteurs sociaux qui jouent beaucoup de clientélisme, et on promène les gens en leur parlant de logements sociaux, en leur parlant finalement de destinée commune, de vivre ensemble. C'est vraiment très très inquiétant. Alors, le Grand Paris. Moi, j'ai travaillé sur le Grand Paris parce que j'avais d'ailleurs, à l'occasion d'un documentaire pour France Culture, j'étais allé à la Ferme du Bonheur. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est à Nanterre. C'est une ferme urbaine. Aujourd'hui, le mot ferme urbaine a une connotation comme ça un peu rurale, alors qu'en fait, un peu folklorique aussi. Le retour des animaux dans la ville. Là, pour le coup, c'est quelqu'un qui s'appelle Roger Després, qui est un metteur en scène de théâtre, qui s'est installé dans les années 90 illégalement sur un terrain qui est propriété de la ville de Nanterre, juste à côté de l'université, pas très loin de l'autoroute, et qui a pris possession d'un lieu qui abritait antérieurement une école primaire, je crois. Et donc Roger Després a des choses, fait évoluer le lieu. Donc c'est une ferme avec des animaux. C'est une ferme. Ils ont instauré le bio avant que le bio soit la mode. C'est un lieu de spectacle aussi. Beaucoup de théâtre contemporain. C'est un lieu de spectacle, de diffusion aussi de cinéma expérimental.
on va dire, mais aussi du cinéma, j'allais dire, entre guillemets, tiers-mondiste. Hein. C'est un lieu de concert aussi, de peu de classique, du jazz. C'est vrai que c'est un côté peut-être élitiste, mais en même temps, par ailleurs, c'est aussi un lieu où il est organisé ce qu'on appelle des électro de balles. C'est des balles électro. Il passe de la musique électronique. Et vous avez plus de 1000 étudiants qui viennent à ce moment-là. Parce que les disjockeys diffusent qui passent sont des gens qui sont devenus très connus par la suite. Donc il y a une sorte de scène comme ça expérimentale, un peu alternative, qui a émergé dans ce coin-là. Ça coûte pas très cher, c'est ouvert à tous, et les étudiants se retrouvent. Donc voilà. Et cette cohabitation finalement entre la ferme, cette programmation culturelle un peu en marge des institutions, quoique financée par les institutions aussi. Je veux dire, il ne faut pas non plus oublier ça. C'est-à-dire qu'il y a des financements de la DRAC, financements de la région, un peu, du moins du département, dirigé par le fils de, des financements un peu de la ville. Et donc, la ferme du bonheur, c'est une ferme qui mène des actions sociales. C'est-à-dire qu'ils vont installer, par exemple, parce que pas très loin, vous avez de l'habitat social, quartier HLM, etc. Donc, ils vont mener des actions dans un foyer de travailleurs immigrés. Ils vont installer une tente, ce qu'ils appellent une traïma, au pied des immeubles. Donc, ils viennent, ils font le méchoui de mouton. Voilà, donc, ce ne sont pas des gens qui sont en marge, qui se pensent comme élitistes, mais ce sont des gens qui essayent finalement de donner leur point de vue sur la société. Et la ferme du bonheur, du moins ce Roger Després, depuis 2008, occupe. Alors, il s'est installé le dimanche, un peu plus loin, dans une friche urbaine, sur quelques hectares, tout près de la voie de chemin de fer, sur un lieu qu'on appelle le Champ de la Garde, tout simplement parce que la garde républicaine se trouve, les bâtiments de la garde républicaine juste à côté, bâtiments de la garde républicaine qui ont été installés après 68, lorsque le pouvoir gaulliste avait considéré que si les CRS avaient été en place au plus près des événements, peut-être que l'université Nanterre n'aurait jamais été occupée. Donc, depuis 2008, vous avez des gens qui viennent au départ un dimanche par mois. Et depuis quelques années, maintenant peut-être 2-3, je ne veux pas vous dire des bêtises, tout est dans le livre, ils viennent tous les dimanches de Paris, des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de tous les départements franciliens, de départements hors franciliens. Moi, j'ai rencontré des gens qui venaient de Loire-Atlantique, du nord de la France. Vous avez des gens qui viennent de l'étranger, surtout l'été, parce que le lieu est identifié comme étant un lieu finalement à part. Et qu'est-ce qu'ils font ? D'abord, ils défrichent. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont retiré tout ce que notre société finalement elle a abandonné, des pièces auto, des sodas, du plâtre, non mais bon, faut imaginer ce que c'était à l'époque. Donc ils le mettent en forme, non pas pour en faire un jardin finalement très esthétisé, mais le projet c'est il faut quand même ça je l'ai pas dit et c'est quand même important de le savoir. On est à vol d'oiseau, à même pas 1 kilomètre de l'arche de la Défense. Donc le quartier donc la Défense qui aujourd'hui qui arrive à Nanterre, la Défense qui est le plus grand projet arbitraire de la Ve République, arbitraire d'État. C'est-à-dire que lorsque l'État décide la construction du quartier d'affaires, alors à la fin des années 50, ça n'a jamais été débattu. Quand je dis que le Grand Paris n'a jamais été débattu, c'est tout à fait pourquoi il aurait été débattu, puisque le projet de la Défense n'a jamais été même discuté au Parlement. C'est-à-dire qu'il a été imposé
par le général de Gaulle, qui voulait, au nom d'un aménagement du territoire, finalement, donner à Paris les moyens de son expansion et surtout faire de Paris une ville qui soit très attractive économiquement et qui compte sur la place financière. Donc le champ de la Garde est dans le prolongement de ce qu'on appelle l'axe Seine et Arche. Donc au départ, la Défense, c'est 2 communes impactées, plutôt Courbevoie. Et depuis les années 80, avec un gouvernement de gauche, c'était Delbar à l'époque, Michel Delbar, l'ancien député maire de Dunkerque, qui était ministre du Logement, des Transports, etc. Les choses sont accélérées. Et donc la Défense a impacté lentement au départ Nanterre qui a accueilli tous les exclus, population précaire, pauvre, de Puteaux et Courbevoie. Donc c'était vraiment le réceptacle de toute la misère humaine. On a dans le livre, j'ai travaillé sur des archives et vous trouvez des documents, des courriers. Finalement, il ne s'agissait pas seulement d'éradiquer le bidonville de Nanterre, il s'agissait aussi de faire place à une nouvelle population, une nouvelle élite qui allait s'installer dans ce territoire-là. Et donc depuis les années 90, et les choses sont accélérées à partir des années 2000, vous avez, je ne sais pas si vous êtes allé vous promener un peu, vous avez vu le développement de la Défense, depuis les terrasses maintenant, vous avez vu un certain nombre d'équipements publics ont été construits, des entreprises sont installées, et donc la Défense file vers Chatou aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, il y a eu, à l'époque, on parlait de l'EPAD, établissement public d'aménagement de la Défense, et aujourd'hui, on parle de l'EPADESA, établissement public de l'aménagement de la Défense Seine et Arche. C'est d'ailleurs comme ça que les choses elles évoluent. C'est-à-dire que quand je dis qu'on n'est plus dans une sphère qui neutralise le débat démocratique, c'est-à-dire que les choses finalement elles sont décidées technocratiquement, au sens où finalement on subtilise aux citoyens ce qui est un enjeu plus qu'économique, c'est un enjeu de société. Je veux dire, quel type de territoire on veut voir émerger et quel type de population finalement on veut y voir y vivre, au profit finalement d'une vision néolibérale, commune. C'est-à-dire que on pourrait penser que c'est une vision après tout qui est d'abord conservatrice. Or, en travaillant sur l'orientation de la commune de Nanterre, qui est une commune communiste, commune qui se prévaut d'être une commune populaire, à raison, commune qui abrite plus de 50% de logements sociaux, à raison, si ce n'est que quand on décrypte un peu les discours et l'évolution finalement de ces discours-là, des différents élus et des différentes équipes municipales, on se rend compte qu'il y a un basculement dans les années 90. Et ce basculement, c'est celui de considérer qu'il est temps que Nanterre aussi prenne sa part de bobo, pour dire les choses très, très schématiquement, prenne sa part finalement de ce marché-là. C'est-à-dire que Nanterre ne veut plus être seulement le réceptacle des populations les plus défavorisées. Nanterre considère que dans cette évolution finalement sociologique qui opère dans ce lieu-là, il serait inconvenant que la ville finalement soit une sorte de victime collatérale du développement urbain dans cet environnement social-là. Et donc, la ville, par exemple, je me suis intéressé à ce qu'on appelle les mises en chantier. C'est-à-dire quel type de... c'est le maire qui délivre les permis de construire. Quel type de logement on construit à l'initiative de la ville. Et là, il y a un basculement. C'est-à-dire que la part du logement social baisse, mais très fortement. Et la part du logement privé assez cher augmente très fortement. C'est-à-dire qu'on, grosso modo, je dis ça de tête, on passe de 2 tiers, 1 tiers à 1 tiers, 2 tiers. Voyez, et
on pourrait considérer qu'après tout, c'est un choix. Il y a eu tout le débat sur la loi de solidarité renouvellement urbain, en disant, voilà, certaines communes disent, on a notre taux, après tout, pourquoi est-ce que nous, la loi dit 25%, depuis peu, avant c'était 20%, pourquoi est-ce que nous qui sommes à 60% ou à 50%, on doit continuer à rester à ces taux-là, sachant que les communes environnantes sont en deçà. Je veux dire, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser au Grand Paris. Mais en même temps, on sait bien que Puteaux, Courbevoie, toutes ces communes ne prendront pas leur part de logements sociaux. D'autant que la loi a été assez naïve, du moins les législateurs a été assez naïf. Quand on parle de logement, quand on parle des 25% de logements sociaux, il faut savoir qu'on ne compte pas seulement le logement de quartier populaire. Un maire qui construit des résidences étudiantes, c'est très à la mode, ça compte dans les 25% de logements sociaux. Un maire qui fait de la résidence sociale pour personnes âgées, parce qu'il y a une demande, c'est dans du logement social. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je me suis intéressé, invité par des gens de la CNL, vous savez, Confédération nationale du logement dans le Val-de-Marne, à voir comment certaines communes, pour être dans les clous, ont modifié finalement le statut de certains logements. C'est-à-dire qu'on transforme tel habitat privé qui était un peu dégradé, on le transforme finalement en résidence étudiante, tel habitat en résidence sociale. Ce qui fait que quand on met bout à bout ces volumes-là de logements, on se dit, bah oui, ils ont fait des efforts. Ils ont fait des efforts, mais quid des familles pauvres qui, elles, sont dans les critères d'attribution des logements sociaux?